Bienvenue à Détective Éternels. Ce soir, un détective improbable affronte les sœurs disparues au crépuscule, deux jeunes femmes perdues dans la pénombre, un village enveloppé de murmures et un secret qui attend d'émerger. D'où m'écoutez-vous? Maintenant, fermez le rideau et laissez le mystère commencer. C'était une soirée d'une beauté paisible dans le village de St. Alfred's, ce crépuscule doré qui faisait étinceler les haies et découpait la silhouette du clocher de l'église sur un ciel d'un rose pâle. La chaleur du jour s'estompe, et l'air emballait une légère odeur de lavande venue du jardin du presbytère. Pour les villageois, ce n'était qu'une fin d'été paisible, mais pour ceux qui en parlaient plus tard à voix basse, ce fut la soirée d'un événement des plus épouvantables. Les deux sœurs, mademoiselle Clara et mademoiselle Edith Fenton, furent aperçues déambulant dans le chemin qui longeait le pré et s'engageaient dans le sentier boisé. C'étaient des créatures d'habitude, ces deux dames célibataires, distinguées et quelque peu sévères, la soixantaine avancée, connues pour leur ponctualité rigoureuse autant que pour leurs manières impeccables. Chaque soir, à cette heure précise, elles prenaient leur congé sans jamais changer d'itinéraire ni d'heure. Elles n'étaient pas aimées. Rares étaient celles qui avaient des raisons d'éprouver une affection particulière pour les sœurs Fenton. Mais elles étaient respectées, et leur présence était ancrée dans la vie du village, aussi étroitement que le son des cloches de l'église. Cette nuit-là, cependant, les sœurs ne revinrent pas. À 9 heures, la gouvernante des Fenton, Madame Parsons, arpentait anxieusement le salon devant l'horloge, son tricot intact. À 9h30, elle se précipita chez la voisine, la jeune Madame Lydia Harper, pour lui demander si elle avait vu les dames. À 10 heures, la nouvelle s'était répandue au pub, où elle fut discutée avec la gravité généralement réservée aux nouvelles de guerre ou de décès d'un membre de la famille royale. L'absence des sœurs n'était pas seulement inhabituelle et impensable. Le lendemain matin, les recherches commencèrent. Les villageois ratissent la prairie, les chemins, le bois des parasols des Fenton, abandonnés près du portillon, l'un d'eux brisé en deux comme arraché. Nulle trace des femmes. Certains murmuraient un accident soudain, d'autres une dispute et une fuite, mais dans le murmure des bavardages se dessinait une allusion plus sombre, que personne ne voulait proférer trop haut, un acte criminel. C'est alors que Miss Jane Marple, tricotant sereinement devant le portail de son jardin, tandis que les villageois passaient précipitamment avec leurs spéculations, leva les yeux et remarqua avec une grande douceur, presque comme pour elle-même, que les gens disparaissaient, souvent non pas par hasard, mais par choix, même si ce n'était pas toujours le leur. C'était le genre de remarque qui passait inaperçue pour la plupart, sauf pour ceux qui, plus tard, se souviendront qu'elle l'avait prononcée. À Saint-Aldred, le matin, se leva dans un curieux mélange de sérénité et d'inquiétude. Les moineaux voltaient à travers les haies comme à leur habitude. La charrette à lait roulait sur la rue pavée et une odeur de pain frais s'échappait de la boulangerie de Madame C. Ribbens. Pourtant, sous cette apparence de normalité, coulait un courant d'agitation aussi vif qu'une pierre cachée dans un ruisseau, car tout le village se réveilla avec la même question sans réponse qu'étaient devenues les sœurs Fenton. Au bureau de poste, où Madame Martha Tilling présidait avec la solennité d'un magistrat, le sujet fut abordé avant même qu'elle n'ait ouvert les stores. Ignorant tout cela, elle le dit à M. Barnes, le charpentier, venu chercher son hebdomadaire. Ils sortirent, et ne revinrent jamais. Deux dames, ni frêles ni faibles, et toutes deux habituées à une routine aussi régulière qu'une horloge. Croyez-moi, il s'est passé quelque chose d'effroyable. M. Barnes, un homme doué pour le théâtre, hocha gravement la tête et murmura quelque chose à propos de gitans dans les bois, bien qu'il n'en ait jamais vu à moins de 16 kilomètres. Au presbytère, le révérend Hale fut interrompu en plein milieu de la préparation de son sermon par une foule de paroissiens, chacun impatient de raconter ce qu'il avait vu ou non. Lydia Harper, le jeune visage rouge d'importance, déclara avoir entendu les sœurs se disputer avec un fermier la semaine précédente au sujet d'une clôture cassée. Des propos très virulents, dit-elle en baissant la voix avec délectation. Elles menacèrent de faire comparaître les magistrats, car ils semblaient prêts à les abattre sur le champ.
Madame Winthrop, qui n'était jamais du genre à laisser passer une histoire sans enjoliver, ajouta qu'elle avait remarqué une ombre, s'attardant près de l'escalier la veille au soir. Un homme, grand et à l'air rude. Je ne peux pas le jurer sur parole, mais je suis sûr qu'il n'était pas de notre peuple habituel. À l'auberge du Sanglier Bleu, les spéculations allaient bon train autour de chopes de bière. Tom Pritchard, l'aubergiste, amusait la compagnie en affirmant que Clara Fenton détenait dans son grenier une malle verrouillée contenant des documents d'une nature mystérieuse, des papiers datant du séjour de leur père à l'étranger, confie-t-il d'un air conspirateur. D'autres s'empressèrent d'ajouter leurs propres explications. Les sœurs s'étaient disputées avec leurs cousins au sujet d'un héritage. Edith ayant été fiancée puis abandonnée, et peut-être un ennemi du passé était-il revenu régler ses comptes. Chaque histoire prenait de l'ampleur au fil du récit, jusqu'à ce que les sœurs, qui semblaient si ordinaires, apparaissent désormais comme les personnages d'un roman gothique, entourés de trahisons, de fortune et de sombres vendettas. Pendant tout ce temps, Miss Marple écoutait. Elle ne cherchait pas les ragots, mais les ragots avaient tendance à affluer vers elle, comme la pluie qui tombait au plus bas. Assise ce matin-là dans le salon de Madame Price Ridley, ses aiguilles à tricoter cliquetant, elle absorbait chaque mot échangé autour d'une tasse de thé. Madame Price Ridley était convaincue que les sœurs avaient été agressées par des voleurs. Après tout, elle ne faisait jamais confiance aux banques, et il est de notoriété publique qu'elles gardaient des souverains sous clé dans leur secrétaire. Croyez-moi, quelqu'un était au courant et les a suivis. Miss Marple murmura vaguement qu'il était curieux que les ombrelles aient été retrouvées brisées près du montant. Ses yeux bleus rivés sur le motif de son tricot, comme si ce détail n'avait d'importance que pour l'écharpe qu'elle confectionnait. L'agent Sims, un jeune homme corpulent, plus confiant que expérimenté, était déjà convaincu que l'affaire serait facile à résoudre. Il confia à plusieurs villageois d'un air autoritaire qu'il pensait que les Fenton avaient été surpris par un intrus lors de leur promenade. « Nous les récupérerons pour le dîner », promit-il joyeusement, même si ses paroles ne contribuèrent guère à apaiser le malaise persistant. De fait, nombre des résidents les plus âgés hochèrent la tête devant un tel optimisme. Ce n'était pas comme une brebis égarée ou un veau disparu après tout. Les gens, surtout ceux aussi attachés à leurs habitudes que les Fenton, ne disparaissaient pas comme ça. À midi, la verdure était devenue un théâtre de murmures. Les enfants étaient tenus près des portes. Le garçon épicier jurait avoir aperçu d'étranges empreintes de pas au bord du chemin, tandis que Madame Parsons, encore pâle après une nuit blanche, répétait le récit de sa découverte des parasols, jusqu'à ce que sa voix devienne rauque. Le village, si souvent satisfait de petites intrigues concernant qui allait prendre le thé, ou quelles roses seraient les gagnantes à la foire, se retrouvait désormais plongé dans le drame plus vaste et plus sombre d'une suspicion de crime. Miss Marple, marchant lentement dans le chemin cet après-midi-là, semblait presque distraite, sa silhouette menue sous son chapeau de paille impeccable. Mais ses yeux observaient tout, la façon dont Lydia Harper jetait des coups d'œil par-dessus son épaule plus souvent que nécessaire, comme si elle cherchait à être observée. La façon dont le récit de Madame Winthrop concernant la silhouette obscure devenait plus complexe à chaque répétition du ton défensif sur lequel M. Barnes insistait sur le fait que les sœurs avaient dû s'égarer. « Perdu !» murmura doucement Miss Marple, s'arrêtant près de l'échalier où les ombrelles avaient été retrouvées. Deux dames qui ont parcouru ce même chemin pendant 30 ans, exactement à la même heure chaque jour. Une perte est très improbable. Le soir venu, le malaise s'était profondément ancré dans le village. Les fenêtres furent fermées plus tôt que d'habitude. Les lampes allumées à la hâte. Au presbytère, le révérend Hale pria pour la sécurité des sœurs, même si le tremblement de sa voix trahissait ses doutes. À l'auberge, les théories devenaient de plus en plus extravagantes. Et dans le calme de son salon, Miss Marple posa un instant son tricot, son esprit s'attardant non pas sur les grandes conjectures de trésors ou de mystérieux étrangers, mais sur les détails les plus infimes, les plus ordinaires, les ombrelles, le montant, la dentelle cassée. Au cours de ces longues années d'observation, elle avait appris que la vérité des choses humaines
résidait rarement dans le grandiose ou le dramatique. Elle résidait toujours infailliblement dans les petites choses. Le lendemain, le ciel était gris et incertain, une brume basse s'abattant sur les prés, comme si le village lui-même souhaitait dissimuler ce qui se cachait à l'intérieur de ses limites. L'agent Sims, après avoir reçu des nouvelles de ses supérieurs à Much Haddam, avait officiellement ordonné des recherches. Des avis furent affichés à la poste et à l'auberge, et des groupes d'hommes, lanternes à la main, se dirigèrent le long des chemins et dans les bois pour ratisser chaque haie, chaque fossé et chaque creux. La maison des sœurs Fenton, d'ordinaire si rigoureusement rangée, devint le centre de toutes les attentions. Sims, fier d'être chargé d'une affaire aussi importante, déambulait avec son carnet, posant des questions d'une manière qui lui donnait un air d'efficacité. Madame Parsons, la gouvernante, répéta son récit. Elle avait fait les 100 pas avec anxiété avant de réveiller Madame Harper. Elle se tordait les mains en décrivant le salon intact, le plateau du dîner froid et le lit des sœurs parfaitement fait, comme si elle n'était jamais revenue. « Ce n'est pas naturel, monsieur, » dit-elle en larmes, « qu'elle soit partie ainsi sans un mot. » Mademoiselle Clara était méticuleuse sur tout, jusqu'à la disposition des petites cuillères. Elle ne quitterait jamais sa maison dans un tel désordre. L'agent Sims examina une fois de plus les parasols. Ils gisaient sur la table du cottage Fenton, triste relique de la nuit précédente. L'un était intact, l'autre avait cassé sa tige. Il le remarqua avec sérieux, même s'il pensait intérieurement que le bois était peut-être fragile ou que la dame avait trébuché. Il préférait les explications simples et concluantes. « Pas besoin d'histoires saugrenues », dit-il au révérend Hale lorsque le pasteur vint s'enquérir. Ils avaient peut-être eu un accident. Tombé dans le ruisseau, peut-être. Le révérend Hale, grave et troublé, ne répondit pas immédiatement. Il promena plutôt son regard sur la chaumière impeccable, les rangées de livres, les coussins brodés, le tic-tac de l'horloge de parquet. « Si c'est le cas, dit-il lentement, pourquoi n'entendez rien? Le ruisseau est peu profond, et la prairie si proche des chaumières qu'un cri aurait porté. » Sims se hérissa, marmonnant quelque chose pour éviter de tirer des conclusions hâtives. Dehors, les villageois s'attardaient, avides de bribes d'informations. Madame Winthrop raconta une fois de plus comment elle avait aperçu une silhouette obscure, mais sous les questions de Sims, sa description changeait à chaque fois. Madame Harper, plus déterminée que jamais à rendre service, rappela aux gendarmes la dispute avec le fermier, M. Giles Potter. « C'est un homme brutal, gendarme, » déclara-t-elle, les yeux brillants d'importance. Il les injurie lorsqu'ils le menacèrent d'appeler le magistrat. Il aurait pu leur faire du mal, j'en suis certaine. Cette suggestion fit fureur. En moins d'une heure, le nom de Gilles Potter était murmuré dans les coins et prononcé avec des regards entendus. Au sanglier bleu, il fut convenu à l'unanimité que Potter était du genre rancunier et qu'il gardait un fusil de chasse trop près de lui. Lorsqu'il apparut au village cet après-midi-là, apportant des œufs au marché, une douzaine de pères d'yeux le regardèrent avec suspicion. M. Potter, un homme grand et buriné, aux mains rugueuses et au tempérament vif, ne se rendait pas service. « Une dispute » hurla-t-il, quand Sims le lui demanda. « Oui, je me suis disputé. Qui ne le ferait pas avec ses hauts et puissants? Des vieilles filles me disent comment me racheter. Mais un meurtre? Sois pas bête, mon garçon. J'ai mieux à faire que de poursuivre 2 vieilles femmes dans les bois. » Sa colère n'a fait qu'attiser les rumeurs. Beaucoup murmuraient qu'une telle ardeur était une preuve de culpabilité. Au milieu de toute cette agitation, Miss Marple demeurait l'image même de l'activité tranquille. Elle rendait visite à Madame Price Ridley dans l'après-midi et écoutait la vieille dame décortiquer chaque rumeur. Assise au presbytère, ses aiguilles à tricoter claquaient doucement, tandis que le révérend Hale partageait son malaise. À Sims, elle ne fit aucune suggestion, se contentant d'un léger mot d'encouragement. Pourtant, avec la discrétion d'une longue habitude, elle avait beaucoup remarqué. Les parasols, pourquoi les avait-il abandonnés ensemble, comme si les 2 sœurs avaient cessé d'en avoir besoin au même instant? Le chemin tranquille, à mi-chemin entre la prairie et le bois, ni loin de chez elle, ni profondément caché. Et l'humeur de Giles Potter était-ce la fanfaronnade d'un homme coupable,
ou simplement l'indignation d'un accusé injuste. Ce soir-là, les chercheurs revinrent, le pas fatigué, sans grand résultat. Aucun corps n'avait été retrouvé, aucune empreinte de pas suffisamment nette pour être suivie. Seul un ruban de dentelle déchiré avait été découvert, accroché à une ronce près du chemin. Il était blanc et délicat, et Madame Parsons le reconnut aussitôt comme appartenant au châle de soirée de Mademoiselle Edith. Elle y tenait beaucoup, murmura la gouvernante, en pressant le fragment contre ses lèvres. Elle ne le laisserait jamais tomber dans un tel état, à moins qu'un événement terrible ne se produise. L'agent Sims bomba le torse. « Voilà, vous êtes là. Une lutte, c'est clair comme de l'eau de roche. Je vais faire mon rapport. Vous verrez, nous aurons bientôt une arrestation. » Il jeta un coup d'œil vers la ferme de Giles Potter, avec une satisfaction sombre. La perspective d'une conclusion rapide lui plaisait. Miss Marple, debout près de l'échalier où la dentelle avait été trouvée, inclina légèrement la tête. Elle ne parla pas de ses pensées, mais son regard se posa non sur la ronce, ni sur la dentelle, mais sur l'herbe toute proche, dont les brins étaient aplatis en deux zones distinctes, comme si quelqu'un avait observé ou attendu. Elle soupira doucement, glissa son sac à tricot sous son bras et rentra chez elle dans la pénombre. Pour quiconque la voyait, elle ressemblait à une vieille dame frêle, légèrement voûtée et entièrement absorbée par ses paisibles loisirs. Pourtant, intérieurement, son esprit s'agitait aussi silencieusement et régulièrement qu'un mécanisme d'horlogerie, tournant chaque petit fragment, attendant que le motif se révèle. Dès le 3e jour, la suspicion s'était installée à Saint-Aldred, tel un brouillard malvenu, autour de Giles Potter. Le fermier n'était pas homme à rechercher l'affection. Brusque, il parlait fort et s'entendait dans ses relations. Il s'était disputé ouvertement avec les sœurs Fenton à plusieurs reprises, la dernière fois à propos d'une haie qui, selon Clara, empiétait sur leur propriété. Aux yeux de nombreux villageois, c'était une preuve suffisante. Les disputes, plus la colère, étaient synonymes de culpabilité. L'agent Sims, encouragé par l'approbation de tant de personnes bienveillantes, prit l'initiative d'aller rendre visite à Porter à sa ferme. Il remonta le chemin creusé d'ornières avec l'air d'un homme qui se croyait proche du triomphe, tandis que derrière lui traînait une poignée de villageois curieux qui cherchaient des courses urgentes dans cette direction. La ferme était en léger désordre, outils éparpillés près de la grange, poules errant dans la cour, un chien aboyait sans cesse depuis sa laisse. Potter lui-même sortit de l'étable, s'essuyant les mains sur un chiffon et fronçant les sourcils à son approche. « Encore toi » aboya-il en voyant Sims. « Si c'est à cause de ces dames, j'ai dit ce que j'avais à dire. » Sims, se redressant, parla avec autorité. « Vous êtes le dernier à vous être disputé avec mademoiselle Clara et mademoiselle Edith. Leurs ombrelles ont été retrouvées brisées, un lacet déchiré, et des traces de lutte ont été découvertes. »« N'importe quoi, » interrompit Potter. Son visage, déjà rouge, prit une couleur plus foncée. « Je ne les ai jamais touchés. C'étaient des fouineurs, certes, toujours à fourguer leur nez. Mais je n'avais aucune raison de leur faire du mal. Crois-tu que j'ai le temps de rôder dans les bois, alors qu'il y a des vaches à traire et des clôtures à réparer ?» Ce n'était pas la réponse que Sims souhaitait entendre. Néanmoins, dit-il d'un ton pompeux, « Je dois vous demander où vous étiez le soir de leur disparition. »« À la maison, » répondit aussitôt Potter. « Je m'occupe de mes bêtes. Mon garçon Peter était avec moi. Tu peux lui demander. Il te le dira. » Peter, un jeune homme maigre d'environ 17 ans, surgit maladroitement de l'écurie. Il se balançait d'un pied sur l'autre, les yeux baissés. Pressé de parler, il marmonna « Oui, mon père était là. » Ces mots manquèrent de conviction et les villageois échangèrent des regards entendus. Pour eux, cela semblait déjà répété, un fils protégeant un homme coupable. La nouvelle de l'interrogatoire se répandit rapidement, et, dès l'après-midi, Potter était ouvertement désigné comme le méchant, aussi bien dans les salons que dans les files d'attente des boutiques. Madame Harper déclara à qui voulait l'entendre qu'elle se méfiait de lui depuis longtemps. Madame Winthrop affirme l'avoir vu un jour frapper un cheval, ce qui prouvait sans aucun doute qu'il était capable de frapper des vieilles femmes. Même la femme du pasteur, douce et charitable de nature,
admit à voix basse que la colère de Potter lui donnait des frissons. Miss Marple, quant à elle, ne défendait ni n'accusait. Elle passa une heure tranquille dans le salon de Madame Pryce Ridley, écoutant la dame d'un certain âge expliquer la certitude de la culpabilité de Potter. « Voyez-vous, ma chère Jane, dit-elle, c'est l'explication la plus simple. Les hommes de son espèce sont brutaux. Lorsqu'on les contrecarre, ils se déchaînent. J'imagine qu'il a abordé les dames. Une bagarre s'en est suivie et vous pouvez imaginer la suite. » Miss Marple hocha poliment la tête, ses aiguilles à tricoter cliquetant. Pourtant, son expression était pensive. La simplicité était séduisante, certes, mais elle avait vécu assez longtemps pour savoir que les affaires humaines étaient rarement aussi bien ficelées. Les gens ne commettent pas toujours des actes de violence pour des raisons évidentes. Le plus souvent, il y avait un revers de la médaille, une rancune ou un désir caché. Ce soir-là, Potter arriva au village pour acheter du fourrage. Sa silhouette imposante apparut sur le seuil du magasin, et la conversation s'interrompit brusquement. Les hommes tournèrent le dos, et les femmes serraient leurs paniers plus fort. Potter, ressentant l'hostilité comme une force physique, fronça les sourcils et marmonna dans sa barbe. « Une meute de poules, vous toutes !» grommela-t-il en faisant claquer des pièces sur le comptoir. « Parlez comme si on avait des preuves, alors qu'on n'a que des langues qui claquent. » Sa tentative obstinée de se défendre ne fit que convaincre davantage le village. La culpabilité, à leurs yeux, n'exige aucun procès. Pourtant, Miss Marple observa quelque chose de différent. Tandis que Potter sortait d'un pas décidé, elle remarqua son fils Peter, debout sur le seuil, pâle et anxieux. Le regard du garçon s'agita nerveusement, comme s'il craignait non pas le caractère de son père, mais quelque chose de complètement différent. Elle nota le détail dans sa mémoire, comme on lime un fil qui s'est détaché pour le raccommoder plus tard. Pendant ce temps, Sims préparait son rapport pour l'inspecteur du comté. Il était certain d'être félicité pour avoir identifié le coupable si rapidement. « C'est presque résolu, » dit-il au révérend Hale d'un air satisfait. Ce type avait un mobile, une opportunité et un tempérament à la hauteur. Dès que l'inspecteur sera là, nous le mettrons en détention. Mais le révérend Hale n'était pas convaincu. Plus tard dans la soirée, dans son bureau, il l'avoua à Miss Marple, venue apporter un panier de douceurs tricoté pour les pauvres de la paroisse. « Cela me semble trop commode, » dit-il en lui servant du thé. « Je ne nie pas les défauts de Potter, mais je ne peux pas vraiment le considérer comme un meurtrier. Il se dispute, certes, mais avec une rapidité qui passe. Et les sœurs, bien que strictes, ne méritèrent guère sa ruine. » Miss Marple sirotait son thé, le regard doux et pensif. « Vous avez tout à fait raison, révérend. On commet rarement de grands crimes pour les raisons qu'on imagine. J'ai remarqué que lorsque les soupçons s'évanouissent trop vite, c'est parfois parce qu'on regarde dans la mauvaise direction. » Elle n'insista pas, ni ne cherche à dissuader Sims. Elle se contenta d'observer comme à son habitude et laissa les autres tirer leurs conclusions. Le village se coucha cette nuit-là inquiet mais certain. Potter, pensait-il, seront bientôt derrière les barreaux et l'affaire réglée. Seule Miss Marple, rentrant à son cottage à la douce lueur des lanternes, s'arrêta à son portail et regarda la rangée d'arbres sombres où les sœurs avaient disparu. Quelque chose clochait, quelque chose d'infime et de facile à manquer, comme une maille qui s'était arrachée. Les ombrelles, la dentelle, l'herbe aplatie de petites choses, mais de petites choses avaient le don de s'additionner. Elle sourit faiblement, presque pour elle-même, et murmura « On verra bien ». Le lendemain matin, l'inspecteur du comté se rend à Saint-Aldred. L'inspecteur Crail était un homme grand et aux traits anguleux, dont les manières suggéraient qu'il supportait difficilement la vie du village. Il avait l'habitude de tambouriner des doigts sur tout ce qui se présentait pendant que les autres parlaient, comme pour mesurer le temps perdu. L'agent Sims, gonflé d'importance, présenta ses conclusions avec panache la dispute avec Giles Potter, l'ombrelle cassée, le ruban de dentelle. Pour Crail, cela semblait simple. « Nous allons interroger cet homme plus en détail », annonça-t-il brusquement. Dans ce genre d'affaires, c'est souvent le suspect évident. Les villageois rassemblés pour assister à l'arrivée de l'inspecteur acquiescent d'un signe de tête. Madame Winthrop murmura à voix haute que Potter serait emmené au fer avant le dîner.
Adams Harper, avec un soupir théâtral, déclara n'en avoir jamais douté un seul instant. Le village, agité et inquiet, aspirait à une résolution, et Potter était le sacrifice qu'ils étaient prêts à offrir. Pourtant, au milieu de l'agitation, la silhouette silencieuse de Miss Marple passa presque inaperçue. Elle se tenait de nouveau près de l'échalier, là où les ombrelles avaient été découvertes, lissant son sac à tricot de ses mains délicates, tout en scrutant le sol. Pendant que l'inspecteur interrogeait Potter dans la cour et que les villageois spéculaient à l'auberge, Miss Marple se pencha légèrement et examina l'herbe rase qui avait attiré son attention quelques jours auparavant. C'est là, en observant attentivement, qu'on pouvait apercevoir quelque chose de curieux. Non pas un simple morceau de terre foulée, mais une forme distincte, l'empreinte d'une chaussure, petite et étroite, ni la botte d'un fermier, ni la semelle robuste d'un ouvrier du village. Elle se pencha, le regard perçant derrière ses lunettes. Oui, des chaussures de dame, et plus d'une paire. Les sœurs Fenton, naturellement, étaient passées par là. Mais les empreintes étaient étrangement superposées, se croisant, l'une plus profonde que l'autre, comme si quelqu'un s'était attardé. Le regard de Miss Marple se reporta sur les parasols, tous deux écartés ensemble, comme dans un moment de surprise soudaine. Elle se redressa lentement, l'air doux, et rejoignit le chemin. Personne ne lui prêta la moindre attention. Plus tard dans la journée, elle rend visite à Madame Parsons au cottage Fenton. La gouvernante était encore pâle, les mains tremblantes tandis qu'elle versait le thé. « C'est affreux, Miss Marple, dit-elle, en s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Quand je pense à elle, mes pauvres dames ont fait un tel malheur. Je m'attends à les voir entrer d'un moment à l'autre et demander pourquoi l'argenterie n'a pas été polie. » Le regard de Miss Marple parcourut le salon. Tout était à sa place. L'horloge tic-tac régulier, les chaises soigneusement alignées, les coussins brodés intacts. Un seul détail retint son attention. Sur une table d'appoint se trouvait une enveloppe, à moitié dissimulée sous une pile de courrier. Elle n'aurait jamais osé s'immiscer. Mais elle remarqua avec intérêt qu'elle était adressée d'une main inconnue et sans timbre, comme si elle avait été livrée en privé. « Vous avez reçu des lettres, Madame Parsons ?» demanda-t-elle doucement. La gouvernante rougit. « Oh, juste quelques vieux papiers. Rien d'important. » Elle les rassembla précipitamment et les rangea dans un tiroir. Miss Marple eut un sourire aimable, comme si elle n'avait pas remarqué l'agitation. Elle l'avait pourtant remarqué, et elle les rangea avec les empreintes de chaussures et les ombrelles. Ce soir-là, au sanglier bleu, les rumeurs allèrent bon train. Potter avait été longuement interrogé mais relâché. Cela décevait beaucoup de ceux qui s'étaient déjà préparés à sa culpabilité. Il s'éclipsa un jour, murmura Madame Harper d'un ton sombre. Ce genre d'homme, c'est toujours le cas. M. Barnes insista sur le fait que l'inspecteur n'avait tout simplement pas insisté suffisamment. Les théories se multiplièrent, certaines de plus en plus farfelues, des gitans aux fous évadés. Pendant tout ce temps, Miss Marple était assise dans son coin, ses aiguilles à tricoter vacillant sans cesse dans la laine douce. Personne ne songea à lui demander son avis, la plupart oublièrent sa présence, mais de retour chez elle, elle s'arrêta devant son portail, le regard tourné vers le bois. Les sœurs avaient parcouru ce chemin tous les soirs, beau temps, mauvais temps, pendant 30 ans. Pourquoi alors avaient-elles disparu à mi-chemin, laissant leurs ombrelles et leurs dentelles derrière elles? Miss Marple pensa aux empreintes sur le petit ensemble, qui s'attardait près du portillon. Un visiteur, peut-être? Quelqu'un qu'elle connaissait. Quelqu'un en qui elles avaient suffisamment confiance pour s'arrêter. Cela expliquerait la soudaineté. On jetait rarement ses affaires, sauf par surprise. Le lendemain, Miss Marple rend visite à Lydia Harper, soi-disant pour admirer ses roses. Lydia, toujours avide d'être admirée, se lança dans un récit théâtral de la dispute des sœurs avec Potter, embellissant chaque détail avec délectation. Miss Marple écouta patiemment, hochant la tête par intermittence, mais son regard se porta sur le châle drapé sur le dossier d'une chaise. C'était de la dentelle blanche, semblable aux fragments retrouvés sur le ronce. « Quel joli travail !» remarqua Miss Marple avec innocence. « Très délicat. Il devait être facile à attraper. » Lydia rit un peu trop vite. « Oui, en effet, il se déchire au moindre détail.
Je ne le porte pas souvent. » Elle l'écarta précipitamment, comme si elle craignait qu'on ne l'examine de trop près. Miss Marple, avec un sourire doux, laissa passer l'affaire. Elle n'insista pas, se contente d'observer. Et ce qu'elle remarqua, c'est que Lydia, si avide de parler des autres, était remarquablement nerveuse lorsqu'on faisait des remarques sur ses propres affaires. À la tombée de la nuit, l'inspecteur avait déclaré que Potter restait le principal suspect, bien qu'aucune preuve suffisante ne le liait encore au crime. Les villageois grommelaient mais acceptèrent son jugement. Miss Marple, quant à elle, était assise près de son feu, l'esprit en ébullition. Une empreinte de chaussure, un lacet déchiré, une enveloppe cachée à la hâte, un châle trop délicat pour être porté. Rien de tout cela n'avait beaucoup d'importance pour quiconque. Pourtant, pour Miss Marple, il formait le début d'un schéma encore flou mais indéniablement présent. Elle reprit son tricot, le léger cliquetis des aiguilles étant le seul bruit dans la petite maison. « Ce sont toujours les petites choses, » murmura-t-elle, « qui révèlent les plus grandes vérités. » Le 6e jour après la disparition, l'aube s'alourdit de lourds nuages d'orage, et avec eux, une atmosphère d'inquiétude envahit Saint-Aldred. Les murmures, jusque-là confinés dans les salons et autour des tasses de thé, se répandirent désormais ouvertement dans les ruelles. La suspicion n'était plus réservée au seul Giles Potter. D'autres noms autrefois respectés voltaient désormais dans l'air comme des papillons de nuit inquiets attirés par une lampe. Tout commença avec Madame Winthrop. Veuve à l'œil vif et soucieuse des affaires d'autrui, elle confia à Madame Tilling, au bureau de poste, avoir vu Edith Fenton se glisser un jour au presbytère après la tombée de la nuit. « Pas pour des affaires d'église, bien sûr », ajouta-elle d'un ton sombre, baissant la voix malgré l'absence de toute autre personne. Le révérend avait toujours été un homme de principe, mais mademoiselle Edith avait un penchant pour les conversations qui dépassent les convenances. En quelques heures, l'histoire s'était transformée en une véritable histoire d'amour, Edith imaginant qu'elle se languissait secrètement du révérend Hale. Certains murmuraient des jalousies, d'autres des scandales. Le soir venu, la moitié du village envisageait que la disparition ne soit pas due à des querelles avec des fermiers, mais à des histoires de cœur. Le révérend lui-même, confronté avec délicatesse à Madame Price Ridley, rougit d'un rouge cramoisi profond. « J'ai rendu visite aux sœurs, oui, » admit-il avec dignité comme beaucoup de paroissiens. Edith appréciait les discussions théologiques et j'étais heureux de lui rendre service. Il n'y avait rien d'inconvenant. Pourtant, la nécessité même du déni fait jaser davantage. Mademoiselle Marple, qui tricotait tranquillement dans un coin du salon du presbytère au moment de cette déclaration, ne manqua pas le bref regard échangé entre le révérend et sa femme. Ce n'était pas un regard de culpabilité, mais de lassitude, comme s'ils savaient tous deux que le déni ne suffirait guère à apaiser les ragots du village. Pendant ce temps, Lydia Harper avait ses propres soucis. Son mari, Robert, un employé de notaire aux manières douces, avait été entendu amèrement que Clara Fenton l'avait menacé de le dénoncer pour une irrégularité dans sa comptabilité. Imaginaire ou réel, nul ne pouvait le dire, mais l'allusion suffisait à mettre Lydia sur les nerfs. Elle prit la défense de son mari avec véhémence, déclarant haut et fort que les sœurs avaient toujours méprisé les autres. « Elles avaient des ennemis partout », dit-elle un après-midi, sa voix portant par-dessus la haie tandis qu'elle s'adressait à Madame Parsons. « Des ennemis ! Et maintenant, ils se retournent contre elle. » Miss Marple, qui désherbant tranquillement non loin de là, leva les yeux juste assez longtemps pour remarquer les joues rouges et les mains tremblantes de Lydia. Ceux qui parlaient tant de la culpabilité des autres cachaient souvent leur propre peur. Au sanglier bleu, les spéculations prennent une autre tournure. Tom Pritchard, l'aubergiste, laissa échapper après son 3e point qu'il avait autrefois prêté de l'argent aux sœurs qui ne l'avaient jamais remboursé. Ils réglaient leur compte en temps voulu, marmonna-t-il, mais elles ne le firent pas. J'ai presque l'impression qu'elles devaient plus d'argent à l'établissement qu'on ne l'imaginait. Cette idée de dette cachée se répandit rapidement. Et bientôt on raconta que les Fenton n'étaient pas des femmes fortunées, mais à la fortune déclinante. Le secrétaire verrouillé, longtemps censé contenir des souverains, était désormais imaginé ne cacher que des factures impayées.
C'est dans ce climat de suspicion que l'inspecteur Cray le convoqua à une réunion dans la salle de classe, déterminé à faire pression sur les villageois. L'agent Sims, désireux de prouver son utilité, avait dressé la liste de tous ceux qui auraient pu se quereller avec les Fenton. Les noms de Potter, Harper, Pritchard et même de Madame Parsons elle-même s'étalent sur le tableau. La gouvernante en resta bouche bée. « Moi? Mais je les ai servis fidèlement » s'écria-t-elle. Cray, tapotant le tableau avec sa craie, répondit froidement: « Le service n'exclut pas le ressentiment. Vous avez vécu sous leur toit. Vous connaissez leurs coutumes. » L'atmosphère s'échauffa. Potter tonna contre l'injustice d'être mis à l'écart. Pritchard marmonna des calomnies. Lydia Harper, troublée, déclara que l'inspecteur n'avait pas le droit d'interroger ainsi des personnes respectables. Le révérend Hale tenta de rétablir l'ordre par une prière, mais sa voix fut noyée dans le brouhaha. Pendant tout ce temps, Miss Marple était assise au dernier rang, ses aiguilles claquant sans cesse, les yeux brillants derrière ses lunettes. Elle ne dit rien, et pourtant elle voyait tout. La façon dont Peter, le fils de Potter, évitait le regard de son père, le tremblement nerveux de la main de Lydia, serrant son châle, la satisfaction aiguë dans le sourire de Madame Winthrop sous les accusations. Lorsque la réunion prit fin, les esprits étaient à vif. Les voisins qui avaient partagé le thé la semaine précédente se regardaient maintenant avec suspicion. Des secrets enfouis depuis des décennies remuaient avec inquiétude à l'air libre. La disparition des sœurs était devenue un miroir où se reflétaient toutes les rancœurs cachées. Ce soir-là, Miss Marple rend discrètement visite à Madame Parsons. Elle trouva la gouvernante seule dans le cottage Fenton, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. « C'est affreux, Miss Marple, » murmura-t-elle. « Ils n'étaient pas toujours gentils. Miss Clara pouvait être acerbe, mais ils étaient de ma vie. Et maintenant, tout le monde dit des choses pareilles, des choses si méchantes. » Miss Marple posa doucement la main sur son bras. « On dit bien des choses dans les moments de peur, » murmura-t-elle. « Mais la vérité, Madame Parsons, est rarement aussi bruyante que la rumeur. Elle est discrète, souvent ignorée. Il faut l'écouter dans les silences. » En quittant le cottage, Miss Marple s'arrêta devant le portail du jardin. Un orage se préparait, le vent agitant les branches avec un soupir inquiet. À travers la verdure, Lydia Harper avançait d'un pas pressé, serrant son châle, le visage pâle dans la pénombre. Miss Marple la suivit du regard, pensif. Les secrets, elle le savait, avaient tendance à remonter à la surface dès que le soupçon se déchaînait. Qu'à St. Aldred, la surface commençait à se fissurer. L'orage qui avait menacé toute la journée finit par éclater au petit matin. La pluie s'abattait sur les fenêtres, le tonnerre grondait sur les champs, et à l'aube, les ruelles de St. Aldred étaient couvertes de boue et jonchées de branches mortes. C'est dans ce temps instable que le village prit conscience d'un événement nouveau et alarmant. La disparition des sœurs Fenton avait été assez mystérieuse. Un événement venait de les perturber davantage. Ce fut le garçon boulanger qui le découvrit le premier. En route pour livrer les pains, il passa devant l'étang du moulin à l'orée du village et aperçut, coincé dans les roseaux, un petit sac à main. Son fermoir était cassé, le cuir trempé par la tempête, mais il était immédiatement reconnaissable. Il appartenait à Clara Fenton. Le garçon courut dans le village en criant, et en moins d'une heure, la moitié des habitants de St. Aldred s'étaient massés au bord de l'étang, scrutant la surface comme si l'eau calme et trouble elle-même pouvait révéler le sort des sœurs. L'inspecteur Crail fut immédiatement appelé. Il ordonna que l'étang soit dragué, des hommes pataugeant jusqu'aux genoux avec des cordes et des perches. La foule observait, fascinée, le souffle coupé, chuchotant des corps noyés. Mais une fois les recherches terminées, on ne trouva plus rien. Pas de sœurs, pas de reste, seulement le sac à main dont le contenu était réduit à des lambeaux détrempés. Parmi eux, cependant, se trouvait quelque chose de curieux, une lettre, écrite d'une écriture ferme et inconnue, l'encre brouillée par l'eau. L'inspecteur Crail fronça les sourcils en étalant les fragments pour les faire sécher. On distinguait des mots ici et là, se réunissant d'urgence avant le crépuscule, de quoi raviver les spéculations. La découverte jeta le trouble dans le village. Certains affirmèrent que les sœurs étaient allées rencontrer un correspondant secret,
peut-être un maître chanteur. D'autres insistèrent sur le fait que la lettre prouvait un rendez-vous avec une vieille connaissance. Le révérend Hale, pâle et secoué, murmura des leurres sinistres. Au Blue Boar, Tom Pritchard se pencha par-dessus le bar et jura avoir vu un étranger rôder près de l'étang. Madame Winthrop affirma aussitôt l'avoir vu aussi, bien qu'elle ne pût le décrire autrement que par son air sombre et dangereux. Giles Potter, apprenant la nouvelle, rougit de fureur. « Vous voyez » hurlait celui qui voulait l'entendre. « Je n'y suis pour rien. Cette lettre montre qu'ils avaient leurs propres affaires, et pourtant, vous me feriez pendre. » Sa véhémence ne dissipa que partiellement les soupçons. Beaucoup murmurèrent encore que la lettre était peut-être cachée, ou que Potter les avait peut-être forcés à l'écrire. Son fils Peter, pâle et silencieux, évitait le regard de tous. Miss Marple, comme à son habitude, resta silencieuse. Elle examina le sac à main lorsque l'inspecteur Crail, dans un moment d'indulgence, la laissa le voir. Le fermoir brisé attira son attention. Il ne s'était pas brisé proprement, mais semblait arraché, comme arraché par des mains délibérées. Elle le remarqua d'une voix douce. Crail les écarta d'un geste. Des traces de lutte, sans doute, ce qui ne fait que renforcer mon sentiment de culpabilité envers Potter. Miss Marple inclina poliment la tête, bien qu'elle ne fût pas d'accord. Une lutte pouvait expliquer la rupture du fermoir, mais pourquoi le sac à main avait-il été laissé dans l'étang, et pas le corps? Elle pensa à Clara Fenton, si méticuleuse, si précise. Clara n'aurait jamais laissé son sac à main de son plein gré. Cet après-midi-là, Miss Marple prit le thé avec Madame Price Ridley, qui était en pleine forme, et se prononça sur cette découverte avec une grande autorité. Clairement, déclara-t-elle, les sœurs menaient une double vie. Il devait y avoir des secrets dans leur passé que nous ignorions. Je ne serais pas surpris qu'il y ait de l'argent en jeu. Les personnes qui paraissent les plus respectables le sont souvent moins. Miss Marple murmura son accord, ses aiguilles étincelantes tandis qu'elle travaillait. Elle savait pertinemment que Madame Price Ridley, dans sa soif de drame, parlait souvent plus près de la vérité qu'elle ne le pensait. Vers le soir, un autre événement secoua encore davantage le village. Peter Potter, le fils du fermier, fut retrouvé dans le cimetière, le visage blême et tremblant. Il avoua au révérend Hale avoir vu les sœurs le soir de leur disparition. Elles s'étaient arrêtées près de l'échalier, parlant à quelqu'un qu'il ne parvenait pas à identifier clairement. « Une femme » murmura-t-il. « Je pense à une femme avec un châle. Elle se tenait dans l'ombre. Je ne voulais pas être vu, alors je me suis éclipsé. » Pressé de le lui dire, il éclata en sanglots et ne put rien dire de plus. La nouvelle de la confession de Peter se répandit à la vitesse de l'éclair. « Une femme !» Aussitôt, les regards se tournèrent de Potter vers Lydia Harper. N'avait-elle pas été nerveuse ces derniers temps, serrant son crâne pâle et agité? La dentelle déchirée trouvée dans les ronces prend une signification nouvelle. Madame Winthrop hocha la tête d'un air entendu. J'ai toujours dit que Lydia était plus mystérieuse qu'il n'y paraissait. Madame Parsons pleurait ouvertement, protestant que Lydia était incapable de violence. Mais la graine était plantée, et le soupçon, une fois semé, grandit rapidement. L'inspecteur Crail saisit la révélation. « Une femme en châle », dit-il d'un ton sombre. « Nous aurons des questions à poser à Madame Harper. » Sims, impatient comme toujours, partit aussitôt la voir. Lydia, confrontée à sa porte, s'agita. « J'étais à la maison », s'écria-t-elle. « J'étais à la maison toute la soirée. Robert peut vous le dire. » Mais Robert Harper, appelé de son bureau, balbutia, hésita et détourna le regard. Les yeux de sa femme brillèrent de colère. « Vous savez que j'étais à la maison », répéta-t-elle avec acharnement. « Vous le savez. » Les villageois, apprenant la scène, furent satisfaits. Pour eux, son déni valait aveu. Pourtant, Miss Marple en était moins certaine. Elle se souvenait du châle de Lydia, de sa dentelle délicate si facilement déchirée, et de sa promptitude à le cacher. C'était suspect, certes, mais le soupçon n'était pas toujours synonyme de culpabilité. Parfois, on mentait pour d'autres raisons que le meurtre. Elle l'avait vu assez souvent au village. Une femme pouvait mentir pour protéger sa fierté, son mari, ou une indiscrétion insensée. Cela ne faisait pas d'elle une tueuse. À la tombée de la nuit, Saint Aldred se blottit à l'intérieur,
volets fermés hermétiquement pour se protéger de l'orage qui grondait encore au loin. La rumeur avait pris une nouvelle forme, pointant du doigt Lydia Harper. Mais dans le calme de son cottage, Miss Marple plia son tricot et le mit de côté. Son esprit repensa aux événements de la journée, le sac à main dans l'étang, le fermoir cassé, la confession de Peter, l'emportement de Lydia. Chacun était un fil de la tapisserie, encore emmêlé, ne révélant pas encore le motif. Mais elle le sentait se former. Quelque chose dans la lettre, avec son évocation d'une réunion urgente, éveilla ses pensées. Qui l'avait écrite, et pourquoi surtout, l'avait laissée si négligemment? La pluie s'était arrêtée au matin, laissant le village baigné et resplendissant, même si l'air était encore chargé de la lourde humidité de l'orage. Saint-Alfred pouvait paraître paisible à un étranger, mais dans ses chaumières et le long de ses ruelles, la tension était palpable. La suspicion planait désormais sur Lydia Harper, et bien qu'aucune accusation officielle n'ait été portée, les rumeurs la condamnaient presque entièrement. Miss Marple, cependant, était loin d'être convaincue. Elle connaissait trop bien le danger des conclusions hâtives, et elle résolut donc d'observer plus attentivement. Sa première visite ce jour-là fut chez les Harper. Elle arriva avec un petit panier de confiture de mûres, soigneusement noué d'un ruban. Lydia, pâle et lasse, ouvrit la porte. Ses yeux s'écarquillèrent de soulagement et d'effroi à la vue de Miss Marple, car la gentillesse des uns implique souvent le jugement des autres. « Oh, Miss Marple, dit-elle d'une voix faible, comme vous êtes gentille. » Elle fit entrer sa visiteuse dans le salon, où Robert Harper était assis, penché sur son bureau, le visage ridé par la tension. Miss Marple s'assit confortablement, son tricot sortant de son sac avec une aisance éprouvée. Elle parla doucement de choses ordinaires. La tempête, l'état des chemins, les roses du jardin de Lydia. Peu à peu, la tension dans les épaules de la jeune femme se détendit. Lorsque la conversation se tourna inévitablement vers les sœurs, Miss Marple se contenta de soupirer doucement. « Si triste, ma chère. On dit des choses horribles quand on a peur. J'espère que tu ne m'écoutes pas trop. » Les yeux de Lydia se remplissent de larmes. « Ils pensent que j'y suis pour quelque chose, » murmura-t-elle. « Moi, comme si je pouvais leur faire du mal. » Ses doigts tiraient nerveusement sur son châle, la même dentelle délicate que Miss Marple avait remarquée auparavant. J'étais à la maison ce soir-là, vraiment. Robert s'agitait mal à son bureau, évitant le regard de sa femme. Le regard de Miss Marple s'attarda un instant sur lui. Les hommes, elle le savait, mentent parfois mal, non par malice, mais par peur d'être démasqués, peur du scandale. Elle ne posa aucune question, se contentant de reprendre son tricot, les aiguilles claquant doucement. Le silence, elle l'avait appris depuis longtemps, dénoue les langues plus qu'un interrogatoire. Et de fait, Lydia ne tarde pas à s'écrier lorsque Peter Potter se trompe. Il n'a pas pu me voir. Ment où est confus. Sa voix s'éleva d'une voix aiguë, et Robert posa une main sur son bras. Lydia, murmura-t-il, je t'en prie. Le silence qui suivit fut pesant, chargé de plus que de chagrin. Miss Marple prend congé peu après d'un air doux, le regard pensif. Son arrêt suivant fut le presbytère. Le révérend Hale la salua chaleureusement, malgré son air fatigué. Son épouse, délicate et réservée, versa le thé d'une main tremblante. La conversation se porta sur Edith Fenton, et le révérend soupira. Elle avait l'esprit vif, elle apprécia le débat. Je crains que les gens ne se méprennent sur les visites anodines. Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. Oui, les conversations de village se poursuivent, dit-elle gentiment. Mais dites-moi, révérend, a-t-elle jamais parlé d'attendre une lettre? On en a trouvé une, vous savez. Il fronça les sourcils. Elle ne m'en a jamais parlé. Mais Edith était réservée sur certains sujets, plus que sa sœur. Madame Hale, assise silencieusement à côté, baissa les yeux. Mademoiselle Marple remarqua le geste. Une femme qui en savait plus qu'elle n'en disait, peut-être. Un type familier, au sanglier bleu. Miss Marple écoutait la foule du soir avec son air détaché habituel. Potter était là, fanfaronnant bruyamment, déclarant Lydia coupable et lui-même innocenté. Son fils Peter, assis dans un coin, l'air maussade, buvait de la bière de gingembre. Miss Marple s'approcha de lui avec gentillesse. « Tu as eu du mal, n'est-ce pas, Peter ?» dit-elle. Le garçon rougit en marmonnant.
J'ai dit la vérité. Je les ai vues, les sœurs et quelqu'un d'autre. Bien sûr, dit Miss Marple d'un ton apaisant. Ce n'est pas facile d'être celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Mais parfois on se trompe d'ombre. N'est-ce pas? Le regard de Peter se détourna. C'était une femme, insista-t-il obstinément. Mais Miss Marple remarqua son hésitation, la façon dont ses mains se tordaient sur ses genoux. Il avait peur, mais de quoi? Pas seulement des ombres. Elle rentra tard, l'esprit empli des impressions de la journée. La protestation nerveuse de Lydia, le silence évasif de Robert, les yeux baissés de Madame Hale, l'entêtement effrayé de Peter, chaque détail était infime, mais ensemble, ils formaient un motif inquiétant. Et pourtant, elle repensait au sac à main dans l'étang. Le fermoir brisé évoquait la violence, mais la lettre à l'intérieur évoquait un arrangement. Quelqu'un avait voulu que les sœurs les rencontrent, juste avant le crépuscule. Ce n'était pas une rencontre fortuite, c'était planifié. Avant de se coucher, Miss Marple s'assit près de sa fenêtre, contemplant la place du village. Les lampes brillaient chaleureusement aux fenêtres. Les ombres se mouvaient sur les rideaux. Le rythme ordinaire de la vie villageoise persistait malgré la peur sous-jacente. Elle réfléchissait, comme elle le faisait si souvent à la nature humaine. On mentait, pas toujours par culpabilité, mais souvent par faiblesse. On cachait pas toujours des crimes, mais parfois des hontes. Pourtant, quelque part parmi les mensonges et les demi-vérités, courait le véritable fil du mystère. Elle en avait vu assez dans sa vie pour savoir que lorsque des sœurs disparaissent au crépuscule, ce n'est pas simplement la tempête ou le hasard. C'est mon intention. Et l'intention, soigneusement cachée, laisse toujours sa trace. Elle plia soigneusement son tricot et le posa près de sa chaise. « Demain, murmura-t-elle, demain sera l'examen. » Ses yeux brillaient d'une certitude tranquille. Elle en avait vu assez pour savoir où regarder ensuite. Le lendemain matin, lumineux et faussement joyeux, la tempête des jours précédents ayant purifié l'air, le soleil miroitait sur les feuilles mouillées et faisait scintiller le clocher de l'église, comme si le village lui-même souhaitait retrouver son calme apparent. Pourtant, sous cette apparence polie, le malaise persistait. Saint-Alfred n'avait pas connu la paix depuis la disparition des sœurs Fenton, et maintenant, les soupçons portés sur Lydia Harper. Les tensions étaient exacerbées. Miss Marple, cependant, était plus pensive que jamais. Elle commençait à discerner les liens, même si le motif n'était pas encore complet. Il lui fallait un dernier élément, une réaction humaine, aussi révélatrice qu'une confession écrite. Ce matin-là, elle se rend d'abord à la poste. Madame Tilling était là, bien sûr, présidant avec son autorité sévère habituelle. Elle était en train de décrire en détail sa certitude que le sort des sœurs avait un lien avec les étrangers, sans pouvoir préciser lesquels ni comment ils étaient arrivés à Saint-Aldred. Mademoiselle Marple écouta poliment, le regard serein, mais posa une seule question en achetant ses timbres. « Dites-moi, Madame Tilling, vous souvenez-vous qui était allé chercher les lettres des sœurs en dernier ?» La femme renifla songeuse. Le jeune Robert Harper allait parfois chercher leur courrier. Mais ces derniers temps, elle marque une pause, les sourcils froncés. Maintenant que j'y pense, Lydia y est allée elle-même, une semaine seulement avant leur disparition. Elle semblait palpiter, elle aussi, serrant une enveloppe, comme si elle contenait tous les secrets du monde. Miss Marple la remercia gentiment, rangea son colis. Ce n'était pas une preuve, mais cela confirmait un soupçon que Lydia avait effectivement été liée à cette mystérieuse lettre. Sa visite suivante fut de nouveau chez les Harper. Lydia la salua d'un regard las, mais Miss Marple était si douce, si modeste, qu'elle se détendit bientôt. Autour du thé, Miss Marple parla de son jardin, du bazar de l'église, de la qualité des groseilles de cette année, de tout sauf de la marchandise. Puis, d'un ton détaché, elle dit « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer, ma chère, combien votre châle en dentelle est délicat. Il est si joli, mais il se déchire si facilement. Il doit être assez pénible à entretenir. » Lydia eut un rire sec et surpris. « Oui, en effet. Je ne le porte presque plus maintenant. Il faut être prudent avec ce genre de choses. » Elle croisa les mains fermement sur ses genoux. Robert, assis à côté, s'agitait mal à l'aise sur sa chaise. Miss Marple sourit,
comme si le sujet n'était rien. Mais son regard s'attarda sur le visage de Lydia, observant la rougeur qui lui montait aux joues. De là, Miss Marple se dirigea vers le presbytère. Madame Hale ouvrit la porte, l'air anxieux. Lorsque Miss Marple demanda des nouvelles de son mari, le vicaire lui apparut, l'air harcelé. « L'inspecteur Creel me presse de faire des déclarations, » dit-il en soupirant, « comme si j'en savais plus que je ne le pense. Pauvre Edith, on dirait n'importe quoi d'elle maintenant, et de moi aussi. Ma femme a terriblement souffert. » Miss Marple posa doucement la main sur le bras de Madame Hale. « Il ne faut pas laisser les ragots troubler sa paix, ma chère. Mais parfois, dans de telles tempêtes, la vérité peut éclater. » « Edith vous a-t-elle déjà confié des lettres ?» Les lèvres de Madame Hale tremblèrent, mais elle secoua la tête. Non, simplement qu'elle craignait la sévérité de sa sœur sur certains points. Edith était plus douce que Clara. Elle avait peut-être gardé des confidences que Clara ignorait. Miss Marple hocha la tête pensivement. Cela collait à son image grandissante. Cet après-midi-là, Miss Marple se posta au Sanglier Bleu, où les villageois se rassemblèrent pour ruminer leurs soupçons du jour. Potter était là, fanfaronnant comme toujours. C'est Lydia, bien sûr. Je l'avais dit dès le début, ils étaient indiscrets, et elle en avait assez. Son fils Peter était assis, recroquevillé dans un coin, les yeux baissés. Miss Marple s'approcha de lui avec gentillesse une fois de plus. « Quelle période difficile, Peter, dit-elle doucement. Tu as été très courageux de dire ce que tu as vu. Et pourtant, je me demande, mon cher, si c'était vraiment Lydia que tu as aperçue. Dans l'ombre, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. » Peter se mordit la lèvre, les mains se tordant. « C'était une femme, murmura-t-il. Un châle. C'est tout ce que je sais. » Sa voix trembla, et Miss Marple posa doucement la main sur son bras. « Parfois, murmura-t-elle, on dit ce que les autres veulent entendre. Ce n'est pas de ta faute. » Elle le laissa tremblant, son déni plus faible qu'avant. Le soir venu, Miss Marple avait préparé son test. Elle invita plusieurs villageois, Lydia et Robert Harper, Madame Winthrop, Potter et son fils, et même Madame Parsons à prendre le thé dans son cottage. L'événement paraissait innocent, en apparence un feu douillet, l'odeur du gâteau aux graines fraîchement cuit, des tasses de thé chaud versées dans la porcelaine avec un tintement délicat. Les villageois, bien que surpris, furent apaisés par ce confort familier. Seul le regard perçant de Miss Marple, passant d'un visage à l'autre, trahissait le sérieux de ses intentions. Elle guida doucement la conversation, la détournant des affaires du village, pour se concentrer sur les sœurs. « C'est tellement curieux, » dit-elle d'un ton doux, « que le sac à main de Clara a été retrouvé dans les temps. On pourrait croire qu'elle y tenait trop pour l'abandonner, à moins, bien sûr, qu'on le lui ait pris. » Elle marque une pause pour servir une autre part de gâteau. Et puis il y a la dentelle, une si petite chose accrochée à une ronce. Mais j'ai souvent constaté dans mon jardin que la dentelle ne s'accroche que si celui qui la porte est très pressé ou en difficulté. Ces paroles, bien que prononcées avec désinvolture, scelleraient le silence autour de la table. Les mains de Lydia se crispèrent sur sa tasse. Le regard de Robert se détourna. Madame Winthrop se pencha en avant avec impatience, comme si elle attendait une révélation. Potter fronça les sourcils, et Peter rougit. Miss Marple sourit gentiment, et les lettres aussi. Étrange, n'est-ce pas? Comme des lettres privées peuvent mettre des gens en danger, il faut se méfier de ceux à qui l'on confie des écrits. Elle laissa son regard se poser légèrement, ô combien innocent, sur Lydia Harper. Lydia laissa échapper un hoquet brusque, le visage s'éclaircissant. « Que voulez-vous dire par là ?» balbutia-t-elle. Robert tendit la main, mais elle la retira. Les autres s'agitèrent, mal à l'aise. Potter grogna. « Oui, c'est bien ça. Clair comme le jour. » Mais Miss Marple se contenta de secouer la tête, l'air placide. « Oh, rien du tout, ma chère. Juste une observation. » Elle reprit son tricot, comme si l'affaire était close. Pourtant, à cet instant, elle avait perçu ce dont elle avait besoin, la réaction de surprise, le tremblement, la peur instinctive. Ce n'était pas seulement de la culpabilité, mais quelque chose de caché, quelque chose lié à cette lettre. Elle se laissa aller dans son fauteuil, ses aiguilles cliquetant sans cesse, les yeux multicolores. Le piège était tendu. Bientôt, la véritable intrigue se révélera. Le village se rassembla ce soir-là dans la salle de classe.
convoqué sur l'insistance de l'inspecteur Cray. Il déclara que le moment était venu de conclure l'affaire, même si, à ses yeux plissés, il était clair qu'il destinait Lydia Harper au banc des accusés. L'agent Sims rayonnait de fierté, convaincu que ses propres soupçons étaient justifiés. L'atmosphère était chargée d'impatience, les villageois, assis raides sur des bancs de bois, chuchotaient et jetaient des regards à Lydia, pâle et bouche bée, assise à côté de son mari. Giles Potter se dressait dans un coin, les bras croisés, l'air renfrogné, comme s'il mettait quiconque au défi de l'accuser à nouveau. Miss Marple, petite et posée, était assise tranquillement au premier rang, son tricot sur les genoux, les yeux brillants. L'inspecteur Crail commença sur un ton brusque. « Nous avons de nombreuses raisons de croire que Lydia Harper était présente à l'échalote le soir de la disparition des sœurs. Un châle fut aperçu, de la dentelle déchirée sur une ronce, un sac à main découvert dans l'étang. Une lettre laissait entendre une réunion secrète. La conclusion est évidente. Il fait un geste vers Lydia qui se raidit. Elle attira les sœurs dehors, se querella avec elles. Et au cours d'une bagarre, eh bien, nous connaissons la suite. Un murmure d'approbation s'éleva de plusieurs côtés, mais pas de tous. Le révérend Hale semblait troublé, sa femme encore plus. Potter émit un grognement satisfait. Le mari de Lydia se pencha désespérément en avant, lui murmurant de se calmer. Lydia elle-même tourna un regard affligé vers Miss Marple, comme si elle cherchait une bouée de sauvetage. Et c'est alors que la vieille dame prit la parole. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était douce, presque désolée. « Je me demande, inspecteur, si nous n'allons pas un peu trop vite. J'ai parfois remarqué que le suspect le plus évident est rarement le vrai. » Elle croisa soigneusement les mains sur son tricot, ressemblant à une vieille tante commentant la météo. « Si vous voulez bien me pardonner, j'aimerais souligner quelques détails. » Crail fronça les sourcils. « Ce n'est pas le moment de bavarder, madame. » Mais les villageois se penchèrent, percevant quelque chose dans sa voix, et il lui fit signe à contre-cœur de continuer. Miss Marple inclina la tête. « Je trouvais d'abord curieux que les ombrelles des sœurs aient été abandonnées ensemble à l'échalote. Les dames de ce genre ne jettent pas leurs affaires à la légère. Elles ne le feraient que si elles étaient surprises, peut-être par quelqu'un en qui elles avaient confiance. Pas un étranger, ni un rude individu comme M. Potter, mais une présence familière. » Elle tourna doucement son regard vers Lydia. Le châle de Madame Harper était bel et bien déchiré, et Peter crut la voir. Mais les ombres peuvent être trompeuses. La dentelle est délicate, on s'y accroche facilement, et Madame Harper était chez elle. Elle était peut-être troublée. Mais la troublante n'est pas un meurtre. Une autre femme se tenait près de l'échalier. Un frisson de malaise parcourt la pièce. Le regard de Miss Marple se porta sur le banc du presbytère, où Madame Hale était assise, raide, les mains jointes. Edith Fenton avait pour habitude de se confier aux femmes plutôt qu'aux hommes. Elle admirait le révérend, certes, mais ce n'était pas à lui qu'elle confiait ses secrets. C'était à sa femme. Cette lettre, retrouvée dans le sac à main de Clara, était un arrangement d'Edith, mais pas avec Potter, ni avec Lydia. Avec Madame Hale. Le vicaire haleta, se levant à moitié. « Jane, tu ne peux pas !» Mais sa femme poussa un cri étranglé, le visage blême. La pièce s'embrasa de murmures. Miss Marple leva doucement la main, sa voix calme coupant le brouhaha. C'était une lettre demandant un rendez-vous. Edith était troublée, je crois, par quelque chose que sa sœur envisageait de faire, une action trop dure, peut-être liée à des dettes ou aux affaires de Robert Harper. Edith souhaitait se confier à Madame Hale, peut-être pour obtenir des conseils, voire de l'aide. Elle se rendit donc à l'échalas ce soir-là, avec Clara à ses côtés. C'est là que le rendez-vous eut lieu. Elle marqua une pause, son regard doux mais inflexible posé sur la femme du vicaire. Mais les secrets sont dangereux. Madame Hale, vous craignez peut-être d'être exposée, votre mari, peut-être vous-même. Edith en savait trop, et Clara, toujours aussi acerbe, insista. Les mots s'échauffèrent. Une poussée, une lutte soudaine, Clara tomba. Edith cria. Dans votre panique, vous la réduisez au silence. Non intentionnellement peut-être, mais par désespoir. Un silence stupéfait s'ensuivit, rompu seulement par la brusque inspiration de Lydia. Le visage de l'inspecteur Crail est devenu tonitruant.
C'est absurde, aboyait. Où sont vos preuves, madame? Le sourire de Miss Marple était faible, presque triste. La preuve est dans les petites choses, inspecteur. Le fermoir du sac à main s'est ouvert, non pas brisé lors d'une lutte avec un homme, mais forcé par des mains plus petites et tremblantes. La dentelle sur la ronce, identique au châle de madame Hale, pas à celui de Lydia. Et surtout son silence. Elle a assisté à chaque réunion, à chaque soupçon, les yeux baissés, les mains jointes. Pas une seule fois elle n'a défendu son innocence, car elle savait au fond d'elle-même que c'était inutile. Tous les regards se tournèrent vers madame Hale. Elle s'était mise à pleurer doucement, son sang froid s'effritant. Le révérend reste figé à côté d'elle, bouleversé. Finalement, elle releva la tête, la voix brisée. « Je ne le pensais pas », murmura-t-elle. « Dieu me pardonne, je ne le pensais pas. » Edith me supplia d'intervenir, mais Clara se moqua de moi, me traitant de faible et disant que je ne pourrais jamais garder sa confiance. Je m'emporte. Je la bouscule. Elle tomba et se cogna la tête. Edith hurla. J'ai paniqué. Je lui ai couvert la bouche. C'était juste pour la faire taire, mais elle aussi, elle éclata en sanglots, enfouissant son visage dans ses mains. Des halètements et des murmures remplissent la salle de classe. Potter jura bruyamment, frappant le banc du poing. Lydia laisse échapper un sanglot de soulagement, accroché à Robert. Madame Winthrop se pencha avidement en avant, comme si elle savourait chaque mot. L'inspecteur Krill, bien que sombre, resta d'abord silencieux. Il regarda Miss Marple avec un respect dur et réticent. « Enfin, murmura-t-il enfin, c'est une façon de dire. » Miss Marple était assise sereinement, son tricot plié sur ses genoux. « Il n'est jamais facile, dit-elle doucement, de voir jusqu'où le désespoir peut pousser un cœur tendre. Mais la nature humaine, inspecteur, est toujours à l'origine de telles tragédies. Il faut la comprendre, sinon on ne voit rien du tout. » La salle de classe se vidait lentement, les villageois sous le choc, leur certitude bouleversée. Le révérend soutenait sa femme, pâle et tremblante, tandis que l'inspecteur s'apprêtait à l'escorter. Miss Marple se leva doucement et se dirigea vers la porte. Dehors, la nuit était calme, l'air encore chargé d'un léger parfum de pluie. Elle leva les yeux vers les étoiles en soupirant. C'était une affaire épouvantable, mais elle touchait à sa fin. La vérité, telle une mauvaise herbe, avait enfin fait surface. Le lendemain matin de la confession, le village de Saint-Aldred s'agitait sous un pâle soleil d'automne. Les nuages d'orage s'étaient dissipés, mais l'air semblait encore lourd, comme si le village lui-même portait le poids des révélations de la nuit précédente. Les gens vaquent à leur course à voix basse, leur pas rapide le long des ruelles pavées. Pour la première fois de mémoire d'homme, Saint-Aldred ne bavardait pas à voix haute, mais murmurait, et chaque murmure revenait au même sujet. À Madame Hale. Le presbytère, autrefois un lieu de respect et de tranquillité, était silencieux, rideau tiré. Le révérend n'avait pas dirigé les prières du matin, se rendant au bureau de l'inspecteur pour vaquer à ses occupations les plus pénibles. Certains disaient qu'il ne retrouverait jamais sa dignité. D'autres le plaignaient, affirmant que le crime de sa femme était un fardeau trop lourd à porter pour un homme de foi. C'est Madame Winthrop, bien sûr, racontait déjà à qui voulait l'entendre qu'elle avait toujours soupçonné quelque chose d'étrange chez la femme du vicaire, même si, en réalité, elle n'en avait jamais rien dit jusqu'à présent. Madame Tilling secoua la tête en direction du bureau de poste et remarqua « Cela prouve qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. » Les villageois hochèrent gravement la tête, chacun secrètement soulagé que l'ombre du soupçon ait quitté leur foyer pour se poser fermement ailleurs. Lydia Harper sortit de son cottage tard ce matin-là, son châle serré sur ses épaules. Ses voisins l'accueillirent avec une chaleur soudaine, désireux de dissiper leurs soupçons. Lydia esquissa un léger sourire, mais son regard trahissait une âpreté qu'aucune parole douce ne pouvait apaiser. Robert Harper la protégeait, le visage pâle mais ferme, comme déterminé à protéger sa femme de tout nouveau danger. Pourtant, Miss Marple, les observant depuis le portail de son jardin, se disait que les cicatrices d'une telle suspicion publique ne s'effaceront pas de sitôt. L'innocence retrouvée en apparence ne rétablit pas toujours la paix du cœur. Quant à Giles Potter, il retourne à sa ferme avec une vive indignation. « Je vous l'avais bien dit,
cria-t-il à l'auberge en frappant le comptoir pour insister. Mais personne n'écoute Potter avant qu'il ne soit trop tard. Son fils Peter s'attardait sur le seuil, inquiet et le regard troublé. Miss Marple le revit plus tard dans la journée et lui adressa un mot gentil. « Il est difficile, mon cher, de parler de ce qu'on croit avoir vu, » lui dit-elle doucement. « Les ombres jouent des tours et la peur les rend plus sombres. Tu ne dois pas te faire de reproches. » Le visage du garçon rougit, mais une lueur de soulagement traversa ses yeux. Il hocha la tête et s'éloigna précipitamment. Madame Parsons, la fidèle gouvernante des Fenton, accueillit la nouvelle avec une tristesse silencieuse. Elle pleura à chaudes larmes lorsqu'on lui apprit que les corps des sœurs avaient été retrouvés, cachés à l'orée du bois, là où la pluie avait ameubli la terre, trahissant leur lieu de repos. Elle n'était pas toujours bienveillante, admit-elle à Miss Marple d'une voix basse et tremblante, mais elles étaient à mon service, et je les aimais à ma façon. Miss Marple était assise auprès d'elle dans le cottage silencieux, lui offrant le réconfort de sa présence plutôt que des mots. La maison, autrefois si rigoureusement ordonnée, semblait désormais sans vie, comme si la sévérité des sœurs avait été le souffle même qui la maintenait debout. Au sanglier bleu, les conversations s'envolèrent le soir venu. Les villageois vivaient chaque instant de la découverte, chaque détail de la révélation de Miss Marple. Certains s'émerveillent de la perspicacité de la vieille dame, d'autres, refusant d'admettre leur aveuglement, affirment avoir soupçonné Madame Hale depuis le début. L'aubergiste Tom Pritchard déclara avec une grande solennité qu'il faut un œil de femme pour discerner la vérité des affaires d'une autre femme, et reçut des hochements de tête en signe d'approbation. Miss Marple, assise tranquillement dans son coin avec son tricot, se contenta de sourire sans rien dire. Elle avait l'habitude de voir les gens réécrire leurs souvenirs pour les adapter à un récit plus sûr. C'était, après tout, très humain. L'inspecteur Crayle, bien que triomphant en apparence d'avoir mené l'affaire à son terme, n'oublia pas de présenter ses respects à mademoiselle Marple. En privé, il admit à contre-cœur que ses observations avaient permis la révélation de la vérité. « Vous avez le don, madame, » dit-il sèchement. « J'avoue cependant que je préfère les preuves solides. » Miss Marple inclina la tête, le sourire serein. « Les preuves sont très utiles, inspecteur, mais il faut comprendre les gens. Les motivations, les peurs, les petites vanités laissent des traces bien plus nettes que des empreintes de pas dans la boue. » Crayle ne répondit pas, mais son expression n'était pas totalement dénuée de respect. Au fil des jours, le village commençait son lent retour à la normale. Les enfants reprennent leur jeu sur la pelouse, le bureau de poste s'anime et la cloche de l'église sonnait de nouveau. Pourtant, un malaise subsiste, comme si le village avait entrevu quelque chose de sombre sous sa surface paisible et ne parvenait pas à l'oublier complètement. Au Vêpres, le banc autrefois occupé par les Halles était visiblement vide. La voix tonitruante de Potter ne semblait plus seulement forte, mais vaguement menaçante. Et Lydia Harper, bien que justifiée, marchait toujours la tête légèrement baissée. Miss Marple, quant à elle, s'occupait de son jardin comme à son habitude. On la voyait tailler ses rosiers, nourrir ses poules, ou s'asseoir près de sa fenêtre avec ses aiguilles et son fil. Aux yeux des villageois, elle apparaissait inchangée, une dame âgée et douce dotée d'un grand sens de l'observation. Rares étaient ceux qui s'intéressaient à l'esprit vif qui se cachait derrière ses doux yeux bleus. Pourtant, elle méditait souvent à sa manière calme sur la tragédie. Edith Fenton, la bienveillante et en quête d'aide, Clara, la sévère et inflexible Madame Hale, désespérée et effrayée. C'était une histoire simple en réalité, une histoire de fierté, de peur et de panique. Une histoire aussi vieille que la fragilité humaine elle-même. Un après-midi, assise avec Madame Price Ridley, venue échanger des nouvelles du village, Mademoiselle Marple fit doucement remarquer « C'est curieux. La rapidité avec laquelle on condamne et l'empressement avec lequel on s'assoit ensuite. La nature humaine, voyez-vous, est assez cohérente à cet égard. » Madame Price Ridley, ne saisissant pas toute la portée de la remarque, hocha simplement la tête et dit qu'elle espérait que Madame Hale serait punie comme il se doit. Mademoiselle Marple retourna à son tricot, le regard pensif. La punition était une chose, la compréhension en était une autre. Et finalement,
c'était la compréhension qui comptait le plus. Le village finit par oublier, comme toujours. De nouveaux scandales surgissent. De nouvelles querelles occupent leur conversation. Pourtant, le souvenir des sœurs disparues au crépuscule persiste faiblement, tel l'écho d'une cloche depuis longtemps éteinte. Et Miss Marple, dans sa modeste chaumière, poursuivrait sa paisible surveillance, voyant dans chaque petite querelle et chaque regard furtif l'infinie tapisserie de la faiblesse et de la folie humaine. C'était, pensait-elle souvent, à la fois sa tristesse et son don de savoir que sous les apparences les plus paisibles, l'obscurité attendait toujours d'être découverte.